l'iceberg du genre du slasher. Si le cinéma d'horreur est un vaste océan, le slasher en est l'iceberg caché sous des flots écarlates. C'est l'une des branches les plus emblématiques et prolifiques du cinéma d'horreur. Mieux encore, c'est l'une des sous-catégories les plus importantes, puisque si on a tous commencé à regarder des films d'horreur, c'est parce qu'on était fascinés par différentes icônes qui nous ont appelés à les découvrir. Hé, Nancy, ici il est interdit de courir. J'ai commencé à regarder des films d'horreur parce que Freddy Krueger, Michael Myers, Jason Voorhees ou encore Pinhead me fascinaient autant qu'ils me faisaient peur. Et encore aujourd'hui, cette ambiguïté est présente avec de toutes nouvelles figures. Tout le monde a commencé à regarder des films d'horreur par la faute des slashers. De l'ombre menaçante de ces tueurs souvent masqués, aux cris glaçants des victimes, ces films offrent une exploration fascinante des peurs primales et des mécanismes de survie. On a plaisir à suivre ces tueurs, qui nous fascinent autant qu'ils nous dérangent, mais aussi de se mettre dans la peau des victimes qui tentent de survivre pendant qu'elles se font poursuivre. L'iceberg du slasher propose d'explorer les différentes strates de ce genre iconique, des œuvres les plus célèbres et accessibles, jusqu'aux créations obscures et méconnues, réservées uniquement aux véritables passionnés. Au sommet de l'iceberg, on retrouve les incontournables du genre, que même les non-initiés reconnaissent instantanément. C'est ici que nous allons retrouver les icônes légendaires. Quand tu penses à un slasher, tu penses immédiatement à ses visages, ou plutôt à ses masques. Et plus on descend dans les profondeurs, plus on découvrira des films plus confidentiels, parfois cultes dans des cercles restreints de passionnés, parfois méconnus. Si vous les possédez en DVD ou en Blu-ray, vous êtes vraiment des malades. Et aussi des films qui sont parfois, malheureusement ou pas, oubliés. Et il y a peut-être des moments où vous allez vous dire « Ah mais, je connais ce truc-là, je l'ai déjà vu, ça passait entre 2006 et 2019 sur NT1. Ouais, si, je connais ce truc-là, mais je m'en souvenais plus. » Bref, nous allons partir en expédition parmi les slashers les plus connus pour descendre tout en bas où l'obscurité règne en maître avec, vous l'aurez compris, les slashers les moins connus. Et je préfère vous le dire tout de suite, mais cette vidéo sera divisée en deux parties parce que sinon, on est dans la merde. Ça va faire une vidéo de 4 à 5 heures. Faut pas déconner quand même. Niveau 1, le sommet de l'iceberg. Les classiques universels. C'est ici que naissent les légendes. Ces films, véritables totems du genre, ont transcendé leur époque pour s'imprimer dans l'inconscient collectif. Que ce soit Michael Myers dans Halloween, l'ombre immuable d'Haddonfield, Freddy Krueger, l'incarnation cauchemardesque des peurs des enfants de la rue Dame Street, Jason Voorhees dans Vendredi 13, armé de sa machette, et pas seulement d'ailleurs. Et il y en a tellement d'autres. Chucky, Massacre à la tronçonneuse, considéré comme l'un des films d'horreur les plus importants de tous les temps. On pourrait également s'arrêter sur Scream avec Ghostface et son masque aux traits fantomatiques, qui nous dévoile les courses-poursuites les plus terrifiantes du genre, du slasher. Le premier opus de Scary Movie pourrait également rentrer dedans, puisque dans celui-ci, un tueur imite Ghostface en terrorisant un campus d'étudiants. Vous connaissez tous ces films, même ceux qui ne regardent jamais de films d'horreur reconnaissent ces icônes, mais je voudrais quand même qu'on s'arrête sur 3 d'entre eux, Hellraiser, Destination Finale et Terminator. Vous allez comprendre. Hellraiser et son monde infernal. Nous allons suivre différents personnages qui vont être confrontés à une mystérieuse boîte. En l'ouvrant, ils deviennent les victimes des Cénobites, un groupe de prêtres de l'enfer prônant la souffrance et leur dieu Léviathan. Dans Hellraiser, il n'y a pas de paradis, seulement un enfer bien différent de nos cultures religieuses. Mais Hellraiser n'est pas un slasher, c'est Hellraiser 3 qui en est un. Hellraiser 3, c'est l'icône Pinhead qui se déchaîne dans les rues américaines. C'est un enchaînement de courses-poursuites, aboutissant à un carnage sans nom. Et là oui, messieurs dames, c'est un slasher. Même si Pinhead était présent dans Hellraiser 1 et Hellraiser 2, ce ne sont pas des slashers. Ils possèdent simplement un rôle secondaire. D'ailleurs, le premier Hellraiser est clairement un film d'horreur romantique,
puisqu'il se concentre sur la relation et les tensions sexuelles entre les individus. Bref, le vrai slasher de la saga, c'est bien lui, Hellraiser 3. Ensuite, on se retrouve avec Destination Finale, franchise bien connue et qui peut être considérée comme un slasher, puisque nos personnages se font poursuivre par la mort elle-même. Alors oui, la mort est invisible, mais ça compte quand même, puisque les slashers ne désignent pas seulement de simples tueurs masqués, ce sont des films illustrant des victimes, devant échapper à quelqu'un ou quelque chose qui leur souhaite la mort. D'une certaine façon, It Follows rentre dans ces critères, avec des personnages poursuivis par une menace incompréhensible, dont ils peuvent seulement se débarrasser en faisant l'amour. Bizarre, remarque, y a pire comme truc. En tout cas, je ne peux que vous conseiller de regarder Destination Finale. Tout le concept est divertissant, inquiétant, et parfois même drôle. Un personnage subit des étranges visions, qu'ils préviennent que lui et ses amis vont mourir dans les prochaines minutes. Grâce à cela, ils échappent à la mort, et donc au destin qui devait réellement se produire, ce qui n'est pas du tout du goût de la mort, qui se décide de les traquer, pour remettre en place ce qui était initialement prévu, le destin, l'ordre naturel des choses. La mort quoi. On avait bouleversé le plan prévu, et si j'avais vu le plan de la mort, il avait déjoué. Et enfin, 2 films de science-fiction qui rentrent dans le classement, avec évidemment le premier opus de la saga Terminator, où nous suivons un Terminator envoyé du futur pour se débarrasser de Sarah Connor et empêcher que son fils, chef de la résistance, naisse. Sarah Connor. Oui. Terminator, c'est un véritable film d'horreur, et encore mieux, c'est un véritable slasher. Un tueur surpuissant qui traque, isole et tue silencieusement ses victimes, tout comme un autre film surpuissant de la SF, Alien, un tueur presque invincible, extraterrestre en plus, ouais quand même, qui traque, isole et tue. Et d'ailleurs, Ridley Scott, il voulait faire d'Alien une sorte de massacre à la tronçonneuse dans l'espace. Qu'on le veuille ou non, Alien et Terminator, ça reprend les codes principaux du sous-genre que représente le slasher. Bon allez, remettez votre petite combinaison sous-marine, on va descendre plus en profondeur. Niveau 2, sous la surface, les incontournables. Le genre du slasher regorge de titres qui, bien qu'un peu moins grand public que les classiques comme Halloween ou Vendredi 13, restent essentiels pour comprendre l'évolution et les multiples facettes de ce cinéma où le sang, la peur et les codes stylisés jouent une partition fascinante. Ces films et séries, parfois cultes, parfois oubliés, révèlent une diversité de styles, de thématiques et de sous-genres. Descendons ensemble sous la surface pour explorer ces incontournables. Terrifier, une franchise qui hante désormais l'imaginaire des fans de slasher, et qui se destine justement à ceux qui ont découvert l'horreur avec les slashers incontournables. Avec son absence totale de dialogue et son sourire glaçant, Art le Clown incarne une terreur purement viscérale. Dans Terrifier et ses suites, le spectateur assiste à des scènes d'une brutalité inouïe. Dans le premier, il découpe une femme en partant du haut vers le bas. Dans le troisième, il va découper 2 personnes à l'aide d'une tronçonneuse qui se cachait dans une douche. Enfin, qui était plutôt en train d'avoir des rapports. Les rapports dans une douche, c'est quelque chose, sauf quand tu glisses. Là, ça fait un peu con. Bref, vous l'aurez compris, avec Terrifier, niveau gore, niveau violence, on est sur quelque chose de pas mal. Oui, la mise en scène flirte avec l'extrême, mais ce n'est pas seulement du gore, en veux-tu en voilà. C'est aussi une histoire, se développant sur plusieurs dimensions, avec une véritable mythologie, se basant sur la religion grecque, mais aussi sur des convictions chrétiennes. Il y a tout un monde complexe à comprendre derrière cette fameuse nouvelle icône d'Art le Clown. Il n'incarne que le pantin d'une entité bien plus vaste, le diable, qui l'accompagne sur Terre à l'aide de vaisseaux, comme ce personnage, ou ce personnage, pour contempler et profiter de ses mauvaises actions. Il sert le diable, et pour cela, le malin lui confie des pouvoirs extraordinaires. C'est ça Art le Clown, c'est ça Terrifier. Souviens-toi l'été dernier.
Ce film s'inscrit dans la lignée des slashers sortis après Scream pour profiter de l'effet de mode. Un peu comme les nombreux films paranormaux sortis après le succès de Paranormal Activity, et bah à une époque, celui qui était en tête de gondole, celui qu'il fallait absolument imiter, c'était le premier opus de Scream. Et par la suite, on a obtenu une ribambelle de slashers qui essayaient d'imiter Scream dans la façon d'introduire des tueurs, dans la façon d'avoir des courses-poursuites, etc. C'était véritablement un effet de mode qu'il y avait autour de Scream, pour le meilleur comme pour le pire. Nous y suivons un groupe de jeunes poursuivis par un mystérieux pêcheur, armé d'un crochet. Derrière son apparente simplicité, Souviens-toi l'été dernier s'interroge sur la culpabilité et le poids des secrets. Il y a eu plusieurs suites, qui ne sont évidemment pas aussi bonnes que l'original, mais je pense que pas mal de personnes ont déjà vu ce film sans le savoir, par la faute de la parodie qui en est faite dans le premier opus de Scary Movie. On emportera ça dans la tombe. Allez, je veux te l'entendre dire. Laisse-la tranquille, Barry. Dis-le. On garde ça pour nous jusqu'à la mort, dis-le. On garde ça pour nous jusqu'à la mort, dis-le. Greg, arrête, tu vas lui faire mal, Greg. Regarde ça pour nous jusqu'à la mort, Greg. Ouais, on peut le dire, Scary Movie a clairement détruit des licences. Maniac Cop. Imaginez un flic immortel, corrompu et défiguré, semant la mort dans les rues. Il y a 2 portoricains qui ont essayé de me... Maniac Cop mélange l'esthétique du slasher avec les codes du film policier. Les policiers sont censés être une figure rassurante, sur lesquelles vous pouvez compter lorsque vous êtes en danger. Sauf que là, vous ne pouvez pas. Le moindre policier que vous croisez devient une menace effrayante. Et si c'était lui? Et si c'était le Maniac Cop? Je suis l'officier Mallory. Je fais partie de la brigade des mœurs. Le plus fascinant étant l'immersion que procure le film. On s'y croirait vraiment, et c'est dommage que le film ressorte pas plus. Il a tout pour lui, un tueur fascinant, une ambiance mystérieuse, et surtout, une bande sonore emblématique. The Strangers, ou la saga des intrus. Un jeune couple se retrouve de plus en plus isolé dans une maison de vacances, par la faute d'intrus portant des masques. On ne sait rien à leur sujet, la seule ligne de dialogue qu'ils possèdent étant Is Tamara here? Mais évidemment, Tamara n'est pas là. Et bon Dieu, mais c'est qui Tamara? Les intrus les observent, commencent à se rapprocher, jusqu'à l'explosion finale. Y a pas grand chose à dire, si ce n'est que ce film ne vous donnera pas envie de prendre un Airbnb perdu en pleine forêt. Et en même temps, mais qui fait encore ça? La saga des intrus ne se dessine pas seulement autour d'un seul film. Il y a aussi The Strangers Prey at Night, dans un environnement bien différent du premier, avec une séquence dans une piscine que je trouve absolument légendaire. Et une trilogie qui est toujours en cours de sortie, et dont le premier opus se rapproche pas mal de l'ambiance du premier. Un couple, un Airbnb dans une immense forêt, et des intrus. Urban Legend. Le postulat est simple, mais ingénieux. Et si les légendes urbaines prenaient vie? Imaginez si la légende urbaine de Bloody Mary, qu'il faut prononcer plusieurs fois devant le miroir, était quelque chose qui existait réellement dans le monde, et qui tuait véritablement des personnes. Well, supposedly, if you go into the bathroom and turn off the lights and chant Bloody Mary 3 times, she appears. Bon bah du coup, vous avez compris le concept du film. Plusieurs étudiants d'un même campus vont se faire assassiner brutalement, et à chaque fois, cela semble lié à une légende urbaine. Le mythe du tueur caché sous la banquette arrière, ou celui du chauffard, circulant les feux éteints. C'est lui. Et la personne qui canalise l'ensemble de ces légendes, c'est évidemment le tueur, qui a le mérite d'être ce qu'il est. On dirait un londonien qui vient faire du ski dans les Alpes. Le deuxième opus s'inscrit dans la même lignée, même si malheureusement les légendes urbaines ne sont pratiquement pas utilisées, c'est quand même le titre du film, bizarre. Et le troisième, qui quant à lui, utilise la célèbre légende de Bloody Mary. Pour rappel. Puisqu'on est dans les légendes, il faut absolument qu'on parle de Candyman. Prononcez son nom 5 fois devant le miroir, et ce tueur apparaîtra pour vous tuer immédiatement. On va alors suivre l'enquête d'une étudiante qui rédige une thèse sur les légendes urbaines et qui découvre que tout un tas de meurtres sont reliés au sombre personnage de Candyman.
Alors est-ce qu'il existe réellement, et donc le paranormal aussi, ou est-ce que c'est simplement un crackhead fréquentant les rues sauvages de New York? Promis, la réponse n'est pas décevante. Et autant vous le dire tout de suite, si vous ne le connaissez pas, ce tueur Candyman représente le charisme incarné. Be my victim. Be my victim. Détour mortel. Dans les forêts des Appalaches, un groupe d'amis se retrouve traqué par une famille de cannibales dégénérés. Et tout comme dans Predator, où la forêt devient votre pire ennemi parce que vous n'y voyez que dalle, dans Détour mortel, vous êtes dans un sentiment d'insécurité permanente. Il y a des scènes de tension où les personnages doivent se cacher des tueurs. Il y a des moments d'action et des moments de course-poursuite. Ma scène favorite, c'est lorsque le groupe se dissimule en haut d'une ancienne tour radio, dominant l'ensemble de la forêt. Et c'est à partir de là qu'on se rend compte de l'immensité du lieu, du fait qu'ils sont totalement perdus et livrés à eux-mêmes. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce genre de moment. Qu'est-ce que j'aime ce film! La colline a des yeux. Une famille se retrouve à la merci d'une tribu de cannibales dans le désert. Que ce soit l'original qui fonctionne toujours aussi bien, mais aussi le remake que je pense que vous êtes beaucoup à connaître, ou au moins à connaître l'affiche, qu'est-ce qu'elle est légendaire! Ça reste des films qui font partie des traditions lorsqu'on s'intéresse au slasher. Un slasher avec une pointe de cannibalisme, tout comme Jeepers Creepers. Jeepers Creepers, c'est un incontournable, tout en étant, malheureusement, moins connu qu'un Scream ou qu'un Freddy. Et dans chaque ville, le cauchemar vous guette. Nous allons suivre un frère et une sœur, qui sont traqués par une créature infernale, le Creeper. Le Creeper se réveille tous les 23 ans, au printemps, pendant 23 jours, pour se nourrir de parties de corps humains. Bordel, qu'est-ce qu'il fout? Il possède des aptitudes physiques extraordinaires et une force d'une puissance extrême. Mais le pire, c'est qu'il peut vous sentir et vous retrouver par rapport à l'odeur de vos peurs. Chaque humain, lorsqu'il a peur, dégage une odeur différente. Et devinez qui possède l'odeur de peur qui lui convient le plus? C'est notre frère et notre sœur qui sont dans la merde. Tu démarres, tu fonces sur lui. Qu'est-ce que t'attends? Black Christmas. Alors lui, il est très important parce qu'il a posé les bases du genre. Un tueur inconnu, des meurtres graphiques et une tension omniprésente, l'histoire se déroule pendant les fêtes de Noël, où une maison de sororité est ciblée par un psychopathe. Un psychopathe qui harcèle ses résidentes avec des appels téléphoniques. Allô? Allô? Qui est là? Bon, c'est un mec un peu excentrique, il est clairement bourré. Et puisqu'on est dans Noël, il y a aussi Silent Night, Deadly Night, où nous suivons un simple tueur, se déguisant en Père Noël. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Massacre au camp d'été. Vous allez me dire, encore un slasher classique. Un camp d'été, des adolescents insouciants, et un tueur qui zigouille tout le monde méthodiquement. Mais ce qui rend ce film si marquant, c'est son final totalement imprévisible, qui a laissé une empreinte indélébile sur les amateurs du genre. C'est du divertissement, mais pour autant, ça en oublie pas d'être intelligent, avec des thématiques autour de l'identité, de la différence entre les individus, et surtout du traumatisme, parfois d'une manière plus que dérangeante. Alors oui, on est dans un sous Vendredi 13, et c'est pas fini, puisque vous allez voir qu'il y a pas mal de films qui s'inspirent de cette ambiance, et qu'ils sont encore nombreux dans la liste. Mais en ce qui concerne ce film, Massacre au camp d'été, ça vaut la peine de subir les personnages stéréotypés, les meurtres hors champ, et toutes les erreurs grotesques de ce genre de film. La fin est tellement inattendue, dans cette formule à twist, que soit vous allez rire, soit vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? La maison des 1000 morts. C'est le premier film de Rob Zombie, un rocker complètement allumé, qui a réalisé des films aussi allumés que lui, et parmi ses tripes un peu étranges, il y a la maison des 1000 morts. Nous allons suivre des personnages s'arrêtant pendant un road trip dans une maison étrange, habitée par une famille sadique,
mené par le terrifiant Captain Sploding. Tu sais, j'ai beau faire des efforts, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu traînes avec ce C'est un connard. obsédé sexuel en plus. Ben tiens, ils le sont tous, tout ce qu'ils veulent c'est bouffer et baiser. C'est un cauchemar du début à la fin, avec une maison psychédélique, remplie de décorations d'Halloween. C'est le manoir hanté de Disney, avec de véritables tueurs qui vous poursuivent. C'est un concentré de la folie de son réalisateur, et de son style affilié à la culture rock. Les personnages ont tous les cheveux longs et gras, sentent l'alcool à des kilomètres, et dégagent une odeur, mais mon dieu. Jeune reporter à la Gazette du Trou du Cul. Grand-père, surveille un peu ton langage. Et y a pas que qui sentent mauvais, il y a aussi les lieux. La Maison des Mille Morts est un moyen idéal de savoir si on est réceptif ou non au style du réalisateur. Il a donné lieu à 2 autres suites, The Devil Reject et Twi from Hell, et vous verrez que progressivement, on s'attache au tueur, y compris à ce fameux Captain Sploding. Bande de trous du cul. Non, mais ça m'intéresse vraiment, moi je suis pas en train de me moquer de vous, hein. Oh, le vilain, c'est pas gentil ça. Bon alors, attendez, on arrive à ce que j'appelle la quadrilogie des H. Tout d'abord, Hatchet, où nous allons suivre un groupe de touristes faisant une excursion en Louisiane, où ils vont se retrouver poursuivis par un géant difforme, assoiffé de sang. Sympa. Hitcher, sorti en 1986, sur la route californienne, un jeune homme prend en stop un voyageur solitaire, qui s'avère être un véritable psychopathe. Il réussit à le dégager de sa voiture, non sans une difficulté certaine, et c'est le début d'une course-poursuite digne des scènes les plus stressantes de Scream. Troisième H, haute tension, où nous suivons le personnage de Marie, cherchant à sauver son ami Alex de l'emprise d'un tueur sadique. C'est beau, violent, avec un tueur qui commet des actes absolument atroces, tellement atroces que YouTube acceptera pas que je vous montre des scènes. Bref, regardez Haute Tension, même si c'est très connu. En plus, le réalisateur est français. C'est ça la France, la France. Et enfin, dernier H, Happy Birthday, où une étudiante se retrouve enfermée dans une espèce de boucle temporelle. Elle revit la même journée en permanence, si vous préférez. Et sa journée se termine toujours de la même manière, elle se fait tuer par un étrange tueur masqué, avec une tête de bébé. Ouais, je sais, c'est étrange. Et pourtant c'est extraordinaire, parce qu'on va faire une double enquête. D'un côté on va enquêter avec elle pour connaître la vérité, pour savoir qui se dissimule sous ce prestigieux masque. Sous ce prestigieux masque, bon, on en fait peut-être un tout petit peu trop. Et on va essayer aussi, à ses côtés, de résoudre cette énigme, comment sortir de cette fameuse boucle temporelle. Alors c'est en 2 opus, parce qu'il y a Happy Birthday 1 et Happy Birthday 2, mais vous pouvez voir ça comme un ensemble, comme un film complet, parce que si vous regardez le premier, faut enchaîner directement sur le deuxième. Voilà, vous prenez 3-4 heures de votre temps, et honnêtement, c'est le genre de films qui sont absolument parfaits pour une soirée un peu alcoolisée entre amis, ou plus si affinité, et si c'est plus, attendez au moins le générique pour commencer vos bêtises. Vous nous faites vraiment chier les gens qui sont en couple. Slasher, la série. Chaque saison raconte une histoire différente, en utilisant le même modèle, des personnages coincés dans un environnement plus ou moins grand, une ville, un bâtiment, un chalet recouvert de neige, et ils seront confrontés à un tueur masqué. Imaginez seulement si les films Scream duraient plusieurs heures. Et bah la série Slasher, c'est exactement ça. On sait que le tueur est dans le groupe de personnages, que c'est l'un d'entre eux. Mais qui est-ce que c'est? Et surtout, pourquoi vouloir massacrer tout le monde, d'une façon bien plus que brutale? J'ai personnellement un grand coup de cœur pour la saison 2. L'ambiance enneigée y est pour beaucoup, mais la première saison, c'est vraiment elle qui est le plus mis en avant par, on va dire, les fans de la série, parce qu'on a un tueur qui est vraiment classe, qui est vraiment élégant, et qui en plus s'inspire des 7 péchés capitaux, les 7 péchés capitaux de la religion chrétienne pour commettre ces crimes, qui vont être mis en scène, et qui vont être parfois assez difficiles, en tout cas pour la victime, même si elle survit pas, bon, t'as quand même envie d'avoir une mort un peu honorable. Ce tueur de slasher est vraiment charismatique, et même pour cette petite ambiance de ville mystérieuse qui dissimule des secrets, mais qui est en même temps plongée dans cette espèce de campagne profonde, ça crée vraiment cette atmosphère qu'on adore tous, et même si c'est cliché, même si c'est stéréotypé, bah ça fait partie des bons codes d'un slasher, d'un bon slasher en tout cas. Enfin, là on parle pas d'un film, on parle d'une série, mais vous avez compris.
Et puisqu'on parle de série, autant continuer avec American Horror Story 1984. American Horror Story est une série relatant une histoire différente à chaque saison, mais c'est plus particulièrement la saison 1984 qui nous intéresse, puisqu'elle s'inspire volontairement de Vendredi 13 et surtout de Souviens-toi l'été dernier. On est dans un camp d'été, pendant le début des années 80, avec des adolescents en chaleur, et évidemment, des tueurs masqués. Elle est vraiment cool, et parmi toutes les saisons d'American Horror Story, c'est pas la meilleure, mais c'est la plus plaisante à regarder. C'est celle qui est la plus accessible, celle qui est la plus facile, et même si je devais regarder une deuxième fois une saison d'American Horror Story, c'est clairement elle que je choisirais. J'avais écrit quoi? Ah oui, c'est pas la meilleure, mais c'est la plus accessible. Voilà. Et il n'y a pas seulement un côté slasher, puisque American Horror Story 1984 mélange ses influences avec la présence de Richard Ramirez, un tueur ayant malheureusement véritablement existé, ce qui donne presque un aspect true crime à la série, sans oublier le paranormal, avec des esprits ou des choses un peu étranges qui viennent de l'autre monde. Hello? Who is this? En soi, cette saison d'American Horror Story, elle va pas révolutionner le genre du slasher, mais elle va vous permettre de réaliser que le sous-genre que représente le slasher peut parfaitement se mélanger avec d'autres sous-genres qui sont un peu moins considérés ou qui sont carrément mis sur le côté. Et tout ça pour confectionner un résultat qui est bien plus qu'unique. Et je pense qu'on peut aller plus rapidement sur les prochains films, qui sont essentiellement des slashers récents et un peu plus connus, mais pas assez connus pour être mis à côté de Freddy, d'Halloween ou même de Massacre à la tronçonneuse. Meurtre à la Saint-Valentin. Dans une petite ville minière, la fête de la Saint-Valentin vire au cauchemar, lorsqu'un tueur masqué, armé d'une pioche, refait surface. Il dispose d'un remake sorti en 2009, s'intitulant Meurtre à la Saint-Valentin 3D, qui est beaucoup plus gore, mais qui est aussi beaucoup plus con. Et la 3D, faut voir comment ça a pris un petit coup de vieux. Esther. Nous suivons une famille adoptant une petite fille, au passé trouble. Mais derrière ce visage angélique se cache un être manipulateur et dangereux. Est-ce qu'elle est précoce? Et je parle bien de précoce dans le sens où elle avance plus vite que les autres, et pas autre chose, hein, bande de dégueulasses. Ou est-ce qu'elle cache un secret encore plus sombre? When grown-ups love each other very, very much, they want to show each other that love. They want to express it. I know. They fuck. Don't Breathe. Un groupe de cambrioleurs pense avoir trouvé une cible idéale. Un vieil homme aveugle, vivant seul, avec une certaine somme d'argent, planqué dans un coffre-fort. Mais ce dernier s'avère être un véritable adversaire. Il s'avère qu'il cache quelque chose de vraiment malsain dans le sous-sol de sa maison. Des traqueurs, ils deviennent les proies, mais n'oubliez pas, il ne faut pas faire de bruit. Notre antagoniste a beau être aveugle, il possède une ouïe surdéveloppée. En plus, c'est l'acteur qui incarne le méchant dans Avatar, et j'aime bien penser que Don't Breathe se déroule après la saga principale, et qu'on continue de suivre ce même personnage après avoir fumé les navis sur leur propre planète. You Are the Next. Un dîner de famille tourne au massacre, lorsqu'un groupe de tueurs masqués attaque la maison avec des masques d'animaux. Ouais bon, c'est pas terrible comme tueur. C'est un slasher basique, mais diablement efficace. Un peu comme celui qui va conclure cette partie de l'iceberg, Thanksgiving. On avait les tueurs de la fête d'Halloween, les tueurs de la fête de Noël, il nous fallait bien un tueur pour les festivités de Thanksgiving. Et c'est chose faite. Je t'aime. Dans la petite ville de Plymouth, qu'est-ce que c'est que cette merde? Un drame qui s'est déroulé lors des promotions du Black Friday a un peu terrorisé tout le monde. Surtout que depuis, un mystérieux tueur tabasse. Non, c'est pas qu'il tabasse, c'est qu'il bute les personnes qui se mettent sur son passage, et évidemment, c'est lié à ce qui s'est passé durant ce Black Friday. Et il va falloir trouver qui se dissimule sous le masque, tout en essayant de résoudre l'ensemble des problèmes de la ville, une ville traumatisée, enfin bref, c'est assez classique. Mais le plus intéressant, et surtout le plus important, c'est que le tueur, il adore les chats.
Voici ce qui conclut la deuxième partie de cet iceberg. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez déjà une bonne partie de la liste des films qu'on a commencé à présenter depuis le début de cette vidéo. Maintenant qu'on a bien évacué la surface, il va être temps de descendre un tout petit peu plus en profondeur dans la partie immergée de cet iceberg. On commence à aborder des œuvres oubliées, que peu de personnes que vous croisez dans les rayons de Carrefour ou de Leclerc ont vues, et pourtant, c'est pas parce que ces films sont moins connus qu'ils ne représentent pas l'essence même du slasher, avec une richesse narrative, stylistique, et parfois même thématique. Ouais, carrément. Prenez une lampe torche, nous plongeons dans l'obscurité. Carnage. Suite à une mauvaise blague, un gardien de camp d'été se retrouve grièvement brûlé dans un incendie. Il réussit à survivre à ses blessures, et quelques années plus tard, il décide de se venger des gamins en retournant aux abords de la colonie de vacances. C'est vendredi 13. Et c'est pas une blague, c'est vraiment vendredi 13. Il y a la colonie de vacances, le tueur un peu bourrin, quelques scènes dénudées, des adolescents qui font des blagues potaches, et qui ne pensent qu'à faire des choses sous la couette. Laser, non! Non, laser, non! Attendez, mais c'est qui ce malade? C'est clairement un prédateur sexuel. C'est pas dingue, c'est le genre de film qu'on a déjà vu des centaines de fois. Mais le tueur est quand même stylé et plutôt charismatique. C'est déjà ça, mais pour autant ça en fait pas un bon film, hein. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est long! Allez, bute-la là, je sais pas, fais quelque chose! Force un peu plus, merde! Quoi? Hors champ? Tout ça pour un meurtre hors champ? Excusez-moi. La baie sanglante de Mario Bava. Un classique de l'horreur italienne, considéré comme celui qui a posé les bases du genre du slasher. Dans l'idée, nous allons suivre une série de meurtres, orchestrés par différents protagonistes, qui ont tous un intérêt financier ou personnel autour d'une baie côtière. C'est intéressant parce que c'est vraiment un slasher qui montre jusqu'où les hommes et les femmes de ce monde sont prêts et prêtes à aller pour leur propre intérêt personnel. Et même si vous vous en fichez de l'histoire, il possède des scènes de meurtre particulièrement graphiques et brutales. La baie sanglante est hyper important pour le genre, puisque c'est un peu lui qui a participé à ce que doit être un véritable slasher. Il faut un tueur ou des tueurs qui engendrent des scènes violentes pour rythmer le récit et que les spectateurs ne voient pas l'ennui pointer le bout de son nez. Plus slasher, tu meurs. Et pour un film de 1971, on va pas se mentir, c'est assez impressionnant. Sans la baie sanglante, il n'y a pas de vendredi 13, il n'y a pas de Halloween. Et s'il n'y a pas de Halloween, alors il n'y a pas de Scream. Et s'il n'y a pas de Scream, il n'y a pas de Scary Movie. C'est de la bonne. J'en fais peut-être un petit peu trop. Enfin, vous avez compris, sans lui, le monde aurait été totalement différent et il aurait été beaucoup plus ennuyant. Ice Cream Man. D'accord, celui-là faut qu'on en parle. C'est un mec qui sort d'un hôpital psychiatrique et qui décide de buter des gens un peu au hasard pour les transformer en glace. Je rigole pas, dans l'idée le mec travaille dans une usine et il commence à transformer ses clients en ingrédients pour ses glaces. C'est absurde au possible. Et honnêtement, avec des amis et de l'alcool, c'est le meilleur film au monde. Tout comme le suivant, Jack Frost. Un tueur en série qui, après un accident chimique, se réincarne dans un bonhomme de neige. Il peut alors terroriser une ville entière, puisqu'il passe inaperçu. Forcément, à Noël, un bonhomme de neige géant, tu penses pas que c'est un tueur. Armé de pouvoirs glacés, il s'attaque aux habitants, avec des méthodes aussi absurdes que sanglantes. Et surtout, il engendre des scènes qui sont plus risibles qu'effrayantes. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça? Il peut même fondre complètement pour passer en dessous des portes, ce qui fait que t'es jamais vraiment à l'abri, où que tu sois. Jack Frost, c'est vraiment génial. Bon, puisqu'on est dans cette ambiance de Noël, autant continuer. Un Noël sans fin. On est encore dans une petite ville, le soir de Noël, et nous allons suivre le personnage de Winnie, qui se retrouve dans un univers parallèle où elle n'est jamais venue au monde, et où elle est confrontée à un étrange tueur. C'est classique, un peu banal,
mais le tueur est tellement classe que ça vaut quand même la peine d'y jeter un petit coup d'œil. Si, bien sûr, vous êtes fan du genre. Scream, la série. Alors je sais que c'est un peu surprenant, voire même un peu étrange, de voir la licence Scream aussi haut dans l'iceberg, mais sachez que personne ne connaît cette série, ou du moins que personne ne l'a vue. En général, les spectateurs vous diront qu'ils connaissent vaguement l'histoire des 2 premières saisons, puisque ça n'a rien à voir avec les films. Vous savez, Sidney contre Ghostface. Ici, on se retrouve dans la mystérieuse petite ville de Lakewood, où une bande d'adolescents sont confrontés à un tueur, s'inspirant d'une vieille légende locale qui a vraiment existé, Brandon James. Brandon James était un enfant difforme, à qui on avait confié un masque chirurgical. Le tueur utilise le même masque que lui et semble posséder un lien plutôt fort avec notre héroïne, Emma Duval. Bonjour, Emma. Qu'est-ce que vous avez fait? T'as pas une petite idée? Je vous en prie, lui faites pas de mal, s'il vous plaît. Et surtout, et j'insiste là-dessus, mais personne ne l'a vu. Et le pire, c'est que même si maintenant tu deviens fan de Scream et tu découvres par hasard, par inadvertance, qu'il y a aussi eu une série, bah tu peux pas la voir parce qu'elle n'est plus du tout disponible. Je rigole pas, elle est même difficile à trouver sur des sites de streaming illégaux. Et il reste que quelques personnes comme moi qui ont tous les épisodes sur un ancien disque dur un peu louche, avec une version française abominable. Bon, le principe du mouvement... Abominable. Et je parle même pas de la saison 3, qui reprend cette fois-ci le masque original de la franchise, mais toujours dans une histoire différente, avec encore une fois un groupe d'amis confronté à un tueur mystérieux, dont on aura la révélation finale de son identité dans le dernier épisode. Plein de gens connaissent les films Scream, mais peu de personnes connaissent la série Scream. Scream Queens. Et là on va commencer à parler de l'une de mes déceptions, parce que la série Scream Queens était disponible sur Netflix, elle était d'une grande qualité, elle était même assez enrichissante dans le sens où elle faisait vraiment du bien à visionner, c'était vraiment ce genre de série remplie de divertissement, remplie de bonne humeur, où quand tu passais une mauvaise journée, tu te lançais un épisode, ça te remontait un peu le moral, mais malheureusement, elle n'a pas connu un grand succès, et elle a donc été rapidement annulée. On suivait une sororité, donc vous savez, ces espèces de maisons un peu étranges dans les immenses facultés américaines, où tout le monde baise avec tout le monde, c'est un peu cru dit comme ça. C'est vraiment Poudlard, sans la magie et sans Hagrid, mais cette fois-ci avec un tueur extrêmement charismatique. Tout était caricatural, avec une forte empreinte de la comédie, en se moquant même du genre. C'était drôle, parfois violent, avec des personnages hauts en couleur, notamment Emma Roberts, qui est clairement née pour ce rôle de pétasse blonde, dans le bon sens du terme. La saison 2 continue dans cette direction, avec un nouveau tueur qui, cette fois-ci, n'est plus rouge, mais vert, pourquoi pas ? Mais malheureusement, cela sera la dernière saison, et il n'y aura jamais de retour de Scream Queens. C'est sûrement un échec commercial, et dans ma vie de fan de films d'horreur, en faisant les courses à Leclerc, en faisant les courses à Carrefour, en traînant dans des bars un peu lugubres, je n'ai jamais croisé de ma vie quelqu'un qui l'avait vraiment regardé. Je connais personne qui l'a regardé, en tout cas dans mon entourage proche, et même en dehors de ça, en dehors des gens dont tu t'en bats un peu les couilles, mais que tu continues de parler par message parce que t'es en misère affective. Derrière le masque. C'est la première fois que nous sommes confrontés à un faux documentaire durant cette vidéo. Entendez par là, un film qui cherche à nous faire croire que ce que nous contemplons est bel et bien authentique et donc réel. Nous pensons que c'est ici, d'après notre informateur, qu'un nouveau grand tueur en série sadique va bientôt sévir pour la première fois. Une journaliste et son équipe de tournage suivent un apprenti tueur en série qui leur montre ses méthodes. Comment choisir ses victimes, comment on prépare les pièges, comment on manipule nos cibles. Le titre du film prend alors tout son sens. On plonge derrière le masque dans la psychologie du tueur de slasher. J'ai limé le bout du manche de la pioche. Il y a 11 issues au rez-de-chaussée et 8 ou 9 issues éventuellement praticables au premier étage. Le but, c'est de limiter le nombre de sorties possibles. Psycho Cop. Un officier de police corrompu et adepte du fanatisme décide de traquer un groupe d'adolescents. Ça ressemblait énormément à Maniac Cop, qu'on avait déjà présenté au tout début de la vidéo, même si Psycho Cop est clairement plus dans le divertissement, avec un côté mais alors beaucoup moins sérieux et plus absurde. Tu as peur? Vous êtes en état d'arrestation. Officier Joey Vickers, à votre service. C'est une œuvre kitsch, mais si tu l'acceptes, tu vas vraiment passer un bon moment. The Collector.
Arkin décide, un soir comme un autre, de cambrioler une maison de campagne appartenant à un bijoutier. Il découvre de nombreux pièges vicieux posés par terre. Quelqu'un est entré dans cette maison avant lui. Et cette personne, c'est le collectionneur. Un tueur en série portant un masque qui pénètre dans les maisons pour torturer et tester les propriétaires ou les locataires. Arkin, qui était simplement là pour cambrioler une maison tranquillement, se retrouve à devoir affronter le collectionneur et à tenter de sauver les occupants. Les pièges sont amusants, on a quelques scènes qui sont parfois un petit peu plus violentes que ce qu'on a l'habitude de consommer. Mais surtout, le tueur est profondément charismatique. Cold Prey. Un groupe d'amis décide de partir en vacances en montagne, mais l'un d'entre eux se casse une jambe. Ils n'ont pas d'autre choix que de se réfugier dans un hôtel abandonné, toujours en pleine montagne, oubliez pas ce petit détail, et ils seront traqués par un homme mystérieux, l'homme de la montagne, qui a évidemment très envie de leur faire du mal. Ce qui fait la force du film, c'est véritablement son ambiance. Un cadre hivernal, enneigé, ça fonctionne tellement bien pour ce genre de film. C'est pas très original, mais c'est tellement divertissant, et pour le coup, il s'est construit progressivement une solide réputation pour les amateurs du genre. Le bal de l'horreur. On y retrouve Jamie Lee Curtis, ou Laurie Strode pour les intimes, dans une intrigue devenue assez classique aujourd'hui. Un bal de promo, des adolescents et un tueur. Et évidemment, ce mystérieux tueur possède un lien avec un drame qui s'est passé il y a quelques années, on n'en peut plus. Ça a l'air classique au possible, tout comme le premier opus d'Halloween en fin de compte. Mais gardez bien à l'esprit qu'on est au début des années 80. Et donc forcément, un film comme Le Bal de l'horreur est plutôt précurseur. Bon nombre de films vont reprendre cette idée, ce concept, et surtout cette ambiance de bal de promo. Si vous voyez un film d'horreur ou une série avec un concept similaire, nul doute que le réalisateur, il cherche à rendre hommage à ce film. Donc si vous n'en pouvez plus de ces films avec des balles de promo et un tueur, vous connaissez désormais le responsable de tout ce bordel. Oh le petit cul là. La main qui tue. Là mes amis, on est sur un classique absolu. C'est un adolescent dont la main droite se retrouve possédée par un démon, cherchant le plus gros glandeur du monde pour accomplir ses sombres meurtres et ouvrir un passage vers les enfers, et je vous assure que même sans alcool, c'est profondément drôle. Il y a du whisky là-dedans. Difficile de dire si vous allez être réceptif à la chose. C'est un sacré délire et il faut être adepte de la comédie horrifique. C'est rempli de mauvaises choses et surtout de blagues de mauvais goût. Creep. Une jeune femme rentre de soirée après avoir bu pas mal d'alcool. Elle s'assoupit sur le quai et se réveille dans une station déserte. Il n'y a personne. Les grilles sont fermées, comme si on était dans un véritable purgatoire. Un train s'arrête, évidemment qu'elle monte dedans, et au milieu d'un tunnel quelconque, il s'arrête brutalement, et les lampes s'éteignent. Ouais, elle n'est clairement plus seule dans ce tunnel. Qui c'est qui est avec elle? Qui c'est la personne qui veut lui faire du mal? Est-ce que c'est un SDF un peu bourré? Ou est-ce que c'est une créature un peu surnaturelle? Dans tous les cas, notre personnage principal va devoir survivre dans un environnement qui est vraiment oppressant, et c'est plutôt cool. Scream Girls. Pour le coup, celui-là, il est vraiment original. C'est un groupe d'amis qui assiste à la projection d'un ancien film d'horreur. Un incendie se produit, et ils se retrouvent aspirés dans le dit film, où ils doivent appliquer les règles du genre pour pouvoir survivre. Ils connaissent les films d'horreur à force d'en regarder, donc ils savent très bien ce qu'il faut faire, gérer les personnages stéréotypés, éviter que ceux qui sont censés mourir en premier, meurent en premier, mais aussi savent se défendre face aux nombreuses interventions du mystérieux tueur.
C'est un film dans un film, sauf que les personnages, ils en ont conscience, et encore mieux, ils ont conscience d'être dans un film d'horreur, et il se passe tellement de choses. Il y a pas mal d'hommages au genre, et beaucoup de respect qui est appliqué. Il faut vraiment le voir comme une sorte de best-of du sous-genre du slasher, avec en plus des petits messages poignants, notamment sur la question du deuil, et comment faire pour oublier nos proches disparus. Terreur sur la ville. On est en 1946 et un tueur en série, surnommé le tueur fantôme, s'amuse à terroriser les habitants d'une petite banlieue du Texas. Sa façon de procéder est inédite. Il commet un meurtre et attend 21 jours avant de recommencer. La banlieue texane plonge dans une paranoïa certaine, puisqu'ils savent que quelqu'un va mourir lorsqu'ils s'approchent du jour fatidique. Sauf que ce que je viens de vous raconter, c'est une véritable histoire. C'est pas une blague. Le film adapte cette triste réalité, avec évidemment un tout petit peu de fiction, notamment sur l'apparence du tueur. Mais ces événements se sont bel et bien produits, et en ce qui concerne l'identité du boogeyman réel, savoir si oui ou non on l'a retrouvé, ou même enfermé en prison, je vous laisse découvrir le film pour savoir. Mortel Saint-Valentin. On est en 1988, et lors d'un bal de promo, un jeune adolescent un peu timide se fait tabasser par un groupe d'élèves. Dépêchez-vous! Quelques années plus tard, un groupe d'amis qui ont participé à cet acte violent semble devenir la proie d'un étrange tueur, au masque de Cupidon. Et est-ce que ça possède un lien avec l'adolescent tabassé au début? Vous l'aurez compris, c'est tout l'objectif du film, et c'est pas dingue. Ça ressemble beaucoup à Souviens-toi l'été dernier. Un drame est commis, un tueur arrive, et c'est en lien avec le premier drame. Les personnages sont tous en chaleur. Dis donc, elle te va comme un gant cette tenue. Mais c'est pas si mauvais que ça, mais c'est pas bon non plus. Mais il y a quelques passages qui pourront potentiellement vous plaire. Curtains. Un groupe d'actrices sont invitées à passer un séjour dans un manoir isolé, dans le but de passer des espèces d'auditions pour décrocher un rôle dans une pièce de théâtre plutôt célèbre. Ça va très mal se passer, puisqu'elles vont se retrouver pourchassées par un tueur, portant un masque de sorcière, ou plutôt de vieille dame. Il est vraiment bon, avec son esthétique étrange, et toute l'atmosphère qu'il dégage. Le plus marquant étant ses scènes de tension, notamment celle sur l'immense lac, un lac qui est gelé en plus de ça, donc en termes d'ambiance, tu vois où je veux en venir. Bref, ce passage est clairement devenu culte. Alice, Sweet Alice. On a affaire à un film étrange, suivant le meurtre d'une petite fille, assassinée dans l'église pendant sa communion. Les soupçons se dirigent vers sa grande sœur Alice, qui était certainement jalouse du fait que sa sœur monopolise toute l'attention. Mais si en fin de compte, ça n'était pas Alice. Si en fin de compte, il y avait quelqu'un d'autre, un meurtrier d'enfants. Alice! Hush. Imaginez, vous êtes sourd et muet, c'est-à-dire que vous perdez l'audition et en plus vous perdez l'usage de vos yeux. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas du tout ça. Imaginez, vous êtes sourd et muet, donc vous perdez l'usage de la parole et vous perdez l'audition. Et vous décidez de vivre à l'écart du monde, dans une maison perdue en forêt. Ça fait quand même pas mal de désavantages dans une vie, et en plus de ça, la malchance continue, puisque vous allez être traqué par un tueur. Mais comment faire pour l'entendre, puisque vous ne pouvez pas? Comment faire pour prévenir vos proches, puisque vous ne pouvez plus parler? Comment savoir si vous ne faites pas trop de bruit? Tout est une question de paranoïa dans ce film, et ça fonctionne très bien. Dans le même style, nous pouvons citer L'Œil to Rest. Cette fois-ci, le personnage principal ne souffre pas d'un handicap auditif ou oral, mais plutôt de troubles de mémoire. Elle se réveille au beau milieu d'une morgue, dans un cercueil, ne sachant plus qui elle est et ce qu'elle fait ici,
Et évidemment, un tueur en série se cache derrière tout cela. Ce qui est cool avec Laid to Rest, c'est que c'est parfois violent, c'est même gore, tout comme un Terrifier qui mise tout sur ses effets pratiques, sur ses artisans du cinéma qui arrivent à confectionner des maquillages bien plus que réalistes. Et bien Laid to Rest fait exactement la même chose, et je vous le recommande vraiment. No One Lives. Un couple, apparemment sans histoire, est attaqué par un groupe de criminels. Mais lorsque le mari révèle être un tueur en série redoutable, la situation bascule. Et des traqueurs, ils deviennent les proies. Et celui qu'on pensait gentil à l'origine est en réalité un dangereux psychopathe. C'est généreux en hémoglobine, avec plusieurs révélations, et malgré un faible budget, le film représente une expérience crédible de bout en bout. Hellfest. Est-ce que vous connaissez le livre Chair de poule qui traite du fameux parc d'attractions Horrorland? Dans l'idée, c'est un parc d'attractions où tu peux vraiment mourir. Hellfest reprend une partie de ce concept, puisque nous allons suivre différents personnages perdus dans un immense parc d'attractions, à l'ambiance plus qu'horrifique. Mais contrairement au Chair de poule Horrorland, où il y a pas mal de créatures sordides, dans Hellfest, c'est un tueur en série qui les pourchasse. C'est sympathique, mais ça va pas plus loin, et je dois admettre que cette ambiance de parc d'attractions, ça rajoute une petite ambiance, ça rajoute ce petit quelque chose. Surtout que les personnes qu'ils croisent pour leur demander de l'aide pensent que c'est un jeu du parc, ou que ce sont des comédiens qui mentent pour créer tout un jeu ou une ambiance. Vous êtes dans un parc d'attractions qui est bondé, qui est rempli de monde, et vous avez beau prévenir les gens, que ce soit les visiteurs, mais aussi les personnes qui travaillent dans ce parc, genre les vigiles, qui sont là de base pour assurer la sécurité, sauf que personne ne vous croit. Vu qu'on est dans cette ambiance festive, tout le monde pense que vous êtes en train de faire un prank, tout le monde pense que vous êtes en train de faire une mauvaise blague. Sauf que derrière vous, il y a vraiment un tueur qui vous poursuit. Donc c'est vrai que quand on donne le résumé du film de cette façon, t'as forcément envie de le lancer. Alors là je vous propose qu'on passe rapidement sur ces quelques films, non pas qu'ils sont mauvais, même s'il y en a certains, ils cassent pas trois pattes à un canard. Ah, cette expression de vieux, on dirait mon grand-père. Je dis pas que ce sont des films inintéressants, mais on a quand même l'impression de les avoir déjà vus des centaines de fois. Happy Birthday, souhaitez ne jamais être invité. Un groupe d'amis se réunit dans une vieille maison isolée pour célébrer un anniversaire, mais un tueur va débarquer pour casser la fête. Et évidemment qu'il possède un lien avec l'ensemble des personnages, qui dissimulent tous un sombre secret. Club Dread. Dans un paradis tropical, des vacanciers et animateurs sont traqués par un tueur. On est plus dans une sorte de parodie qu'un registre sérieux. Mais à part quelques rares films se déroulant dans un environnement tropical et ensoleillé, que j'aime bien, je préfère largement une ambiance sombre, obscure, avec de la pluie et de l'orage, que je trouve bien plus immersif. Cherry Falls. Un tueur s'en prend aux lycéens et lycéennes encore vierges. D'habitude, dans les slashers, ce sont ceux qui conservent leur virginité, et donc leur pureté, qui restent en vie. Mais dans ce film, c'est totalement l'inverse. Pour survivre, il faut faire l'amour. Le concept est original, mais s'essouffle rapidement, puisqu'après tout, ça reste encore un tueur qui poursuit des adolescents qui ont le feu au cul. Et enfin Stitch, sorti en 2012, qui nous propose de suivre un clown tueur revenant d'entre les morts pour se venger des enfants qui ont causé sa mort accidentelle. Les meurtres sont inventifs et accompagnés d'un humour certain. Ces quelques films sont pas mauvais, mais ils sont un peu trop classiques à mon goût. Mais vous inquiétez pas, pour finir ce troisième niveau de l'iceberg, on a quand même encore de petites pépites. La Maison de Cire. C'est drôle car on a l'impression que tout le monde connaît ce film, mais que personne ne l'a vu. J'ai hésité à le mettre dans la deuxième catégorie, mais il ressort tellement peu, ou a tellement été injustement critiqué, en tout cas à mon sens, que j'ai préféré le mettre dans les profondeurs supérieures de l'iceberg, dans ce niveau 3. Un groupe d'amis découvre une ville abandonnée,
où les habitants sont littéralement figés dans la cire. Qui se cache derrière ces étranges meurtres? Est-ce qu'ils sont plusieurs? Et si oui, qui est ce tueur en série artiste qui se sert de la cire pour tuer? C'est vraiment un très bon film, avec beaucoup d'originalité. Je peux pas vous montrer certaines scènes, parce qu'il y a des petits twists, et donc il faut quand même conserver la surprise, surtout si vous ne l'avez pas vu. Et puis aussi, il y a des scènes qui sont un peu glauques, un peu généreuses en termes d'effets de violence, pas forcément gore, mais c'est suffisamment dérangeant pour créer quelque chose où tu te sens pas à l'aise en visionnant certaines scènes. L'horreur, c'est pas forcément de l'explosion de gore, d'explosion d'hémoglobine, c'est aussi ce sentiment de répulsion, où tu te demandes, mais qui c'est qui a eu cette idée-là? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Qui est le mec qui a pensé à cette chose? Et pour faire un peu travailler votre imaginaire, vous pouvez vous attendre à une scène où de la cire chaude tombe sur la peau ou carrément sur la gueule d'un personnage. De la cire chaude sur de la peau, c'est pas forcément un très bon mélange, surtout que la personne va tenter de retirer la cire, et donc forcément ça va également retirer sa peau. J'espère que vous mangez devant cette vidéo. 31. On est sur un film de Rob Zombie, donc évidemment que c'est une expérience qui pue les cheveux gras, la pisse et la violence. 5 personnes sont kidnappées et forcées de participer à un jeu sadique, survivre pendant 12 heures à des tueurs déguisés en clowns dans un complexe secret surnommé le monde des meurtres. I don't know. What is sicker than fucking a pregnant bitch? Getting a blowjob from the baby. Je vous recommande fortement son visionnage, car même si l'esthétique du réalisateur est assez perturbante, c'est l'un des films de Rob Zombie les plus faciles à visionner, et surtout l'un des plus divertissants. Oh god damn! We ain't got a fucking thing to worry about this year, brother. Les démons du maïs. Un slasher basé sur une nouvelle de Stephen King. Stephen King, le roi de l'épouvante, le roi de la littérature. Bon, je sais que vous le savez, mais ça fait du bien de le dire quand même parfois. Un couple traverse les États-Unis, et sur la route, il percute par inadvertance un jeune homme. Sauf que ce jeune homme était déjà mort, puisqu'il remarque qu'il a été poignardé. Il décide de mener l'enquête, et se retrouve dans un village fantôme, où des enfants complètement cinglés détiennent le pouvoir. Leur but, tuer toute personne atteignant la majorité. C'est une histoire qui est vraiment originale, et on va pas se mentir, avoir des enfants qui sont des tueurs, qui représentent les antagonistes, c'est suffisamment dérangeant pour qu'on ait envie de le lancer. Sauve-toi, Vicky! C'est ce que vous avez fait à vos parents, hein? C'est ça? Uniquement parce qu'un prétendu prêtre vous disait « Le Seigneur l'a demandé, hein? Mais vous êtes fou, quel dieu ordonnerait de tuer vos parents, hein? Qu'est-ce que tu en dis, toi? Docteur Ictus. Ne faites jamais confiance à votre docteur, et faites encore moins confiance à votre dentiste, vous allez comprendre. Un tueur en série, se prenant pour un médecin, s'échappe d'un asile pour semer la terreur dans une petite ville américaine. Et pour ce faire, il utilise des outils médicaux détournés, comme un tensiomètre ou un thermomètre au bout duquel se trouve une petite pointe de métal. J'y vois quelques similitudes avec un autre film d'horreur, qui a traumatisé beaucoup d'entre vous, Le Dentiste. C'est l'histoire d'un dentiste réputé qui pète un câble et décide de tuer ses patients. Et évidemment, quand ça touche aux dents, on n'est jamais vraiment à l'aise. Bon, et puisqu'on est dans la violence, autant continuer. Slumber Party Massacre. Un tueur en série, armé d'une perceuse électrique, s'attaque à un groupe de lycéennes lors d'une soirée de pyjama. Une perceuse électrique? Pourquoi pas? Shopping. On est dans un immense centre commercial qui vient de s'équiper d'une technologie ultra moderne, des robots programmés pour assurer la sécurité du complexe. Fasciné par le centre et les boutiques, un groupe d'amis décide de se cacher pour passer la nuit dedans, un peu comme Ibra. Sauf que la nuit, où ils ont décidé de faire cette immense connerie, un orage éclate et la foudre s'abat sur le complexe, touchant les robots et modifiant leur programmation. Ils ne doivent plus du tout assurer la sécurité du complexe, désormais, ils doivent tuer toute personne qu'ils rencontreront. À ce stade de l'iceberg, on a découvert tout un tas d'œuvres qui étaient plutôt méconnues, mais ça n'empêche pas que certaines d'entre elles sont profondément fascinantes, et surtout qu'elles sont remplies d'originalité, que ce soit des robots tueurs dans un centre commercial, un clown revenant d'entre les morts, un bonhomme de neige meurtrier, ou encore un tueur à la perceuse. Beaucoup s'inspirent des classiques,
Beaucoup ressemblent à Vendredi 13 ou à Halloween, mais malgré le côté répétitif de ce sous-genre, un tueur contre des adolescents, contre des jeunes adultes, il y a quand même des expériences qui sortent du lot. Mais ce n'est que le début. Il y a encore tout un tas de pépites qui sont encore moins connues, qui sont parfois remplies de violence, qui sont parfois extrêmement gore. Et d'ailleurs en parlant de violence, on va voir qu'on va commencer à avoir des œuvres qui sont vraiment dérangeantes. Et c'est justement mon boulot de vous parler de tout ça. L'horreur n'a pas fini de vous surprendre. Remettez votre petite combinaison. On va descendre encore plus bas. La partie immergée moyenne, le niveau 4. Le niveau 4 de l'iceberg est une plongée dans les slashers méconnus. Il y aura de l'horreur psychologique, du surnaturel et même du gore extrême. Et dans un souci de clarté, j'ai décidé de regrouper l'ensemble de ces films de ce niveau dans différentes catégories. Un tueur et c'est tout, les slashers surnaturels et expérimentaux, l'horreur urbaine et sociétale, les slashers rétro, les slashers dérangeants et extrêmes, et enfin, les slashers en huis clos et oppressifs. C'est sûr que c'est joyeux par ici. Un tueur et c'est tout. Alors ici on a affaire à des films qui misent tout sur leur antagoniste principal, qui incarne le mal à l'état pur, c'est vraiment le slasher un peu bête et méchant, qui mise tout sur un tueur en série un peu mystérieux. Et de ce que je vois de la liste, c'est vraiment des films classiques, il n'y a pas de paranormal, il n'y a pas de message si important que ça, des métaphores, des sous-thématiques, ce sont des slashers pur jus, sans réelle nouveauté. Mais attention, pour autant, ça veut pas dire que ce sont de mauvais films, au contraire, ce sont dans les anciennes traditions, les traditions les plus ancestrales, qu'on fait les meilleurs pots, qu'on fait les meilleures confitures. Je suis pas sûr que ce soit ça l'expression, mais vous avez compris l'idée. Terror Twain. Que ce soit l'original ou le remake, nous allons suivre un groupe d'étudiants qui se réunissent à bord d'un train pour la soirée d'Halloween. Et qu'on soit bien clair, c'est pas un train à l'arrêt, on parle bien d'un train qui est en marche, direction Poudlard. Je me suis pissé dessus. Mais évidemment, un tueur s'est incrusté à bord et provoque de nombreuses victimes. Ma foi m'écorche. C'est un film qui est très classique dans sa forme, mais rien que pour le côté être prisonnier dans un train qui fonce à toute vitesse, pendant que vous êtes traqué par un tueur masqué, il y a une petite ambiance qui s'en dégage, une toute petite. Rosemary Killer. Un groupe d'étudiants se réunissent à bord d'un train. Non, je déconne. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, et un soldat reçoit sur le front une lettre de sa petite amie, qui n'en peut plus de l'attendre et décide de le quitter. Ouais, c'est vraiment pas cool. À la fin de la guerre, lorsqu'il décide de la retrouver pour régler ses comptes, il la retrouve dans un bal de promo, en train de faire l'amour avec un autre homme, et les assassine tous les deux. L'histoire traumatise la petite ville, et les habitants ne seront plus jamais les mêmes. 30 ans plus tard, alors que la communauté tente d'oublier cette histoire, ils réorganisent un bal de promo. Sauf qu'un tueur, déguisé en militaire, se manifeste et assassine les universitaires. Rose, ma chérie, je viens à notre rendez-vous. Est-ce que c'est le militaire du début, parti combattre Hitler, qui est de retour, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre se faisant passer pour lui? Vous l'aurez compris, c'est tout le concept du film. Alors je sais qu'on n'arrête pas de voir des balles de promo et des étudiants en chaleur, mais par son ambiance mélancolique et son tueur soldat, Rosemary Killer sort vraiment du lot, et vaut la peine d'être visionné, au moins une toute petite fois. Les tueurs de l'éclipse. Imaginez Halloween avec un Michael Myers resté enfant, et sans son prestigieux masque blanc. Et bah c'est un peu tout le concept des tueurs de l'éclipse, sauf qu'en plus, il n'y a pas seulement un enfant tueur, mais bien plusieurs. En Californie, plusieurs mères vont accoucher au même moment, le soir d'une éclipse solaire. Le fait d'avoir accouché à cet instant va visiblement troubler leur enfant, qui quelques années plus tard, vont commettre de nombreux meurtres dans une toute petite ville. On va donc assister à ce massacre, et toute l'originalité du film repose sur ces antagonistes qui sont des enfants tueurs qui disposent pour leur âge d'une force surhumaine et d'une férocité presque paranormale. Que fais-tu là-dedans, petite salope?
c'est pas un film incroyable, par contre, il va réussir à te rendre paranoïaque si l'un de tes proches doit accoucher dans les prochains jours, tu pries pour que ce proche n'accouche pas le soir d'une éclipse solaire. La maman, faut qu'elle fasse un effort, faut qu'elle contracte un petit peu plus. Evil Dead Trap. Un journaliste enquête sur une vidéo macabre où l'on aperçoit une jeune fille attachée, torturée et mise à mort. Elle finit par découvrir que cette cassette n'est pas une fiction, mais bien la réalité, filmée par la main d'un étrange tueur. En suivant sa piste, elle et son équipe se retrouvent dans un immense complexe industriel désaffecté, rempli de pièges et signant le début d'un véritable massacre. La prouesse d'Evil Dead Trap et de sa suite, Evil Dead Trap 2, c'est de nous plonger dans une violence viscérale, et parfois même sexuelle. On est dans une position inconfortable, on n'est jamais à l'aise en tant que spectateur. Et ce mélange d'enquête et de mystère, avec une forte inspiration des snuff movies, de par la cassette que la journaliste reçoit, font que ces deux films sont vraiment uniques dans l'ensemble du paysage du genre du slasher, et je dirais même dans l'ensemble du paysage horrifique. Le beau-père. Bon, on va faire rapide sur celui-là. C'est un mec qui explose, littéralement, et décide de massacrer toute sa famille. Il change de ville, trouve une nouvelle femme, avec qui il fonde une sorte de nouveau foyer, en devenant le beau-père de ses enfants, sauf qu'évidemment, bon bah voilà, il va exploser une deuxième fois. Ça ne vaut pas Mon beau-père et moi, qui n'est certes pas un film d'horreur, mais qui vous traumatisera suffisamment pour que vous n'ayez jamais envie de rencontrer vos beaux-parents. Cauchemar à Daytona Beach. Un homme, faisant l'objet d'une thérapie expérimentale, est relâché en ville. Le bonhomme semble pas mal perturbé, entre ses cauchemars, un brin sordide, et les expériences qu'il a subies. Pour l'aider à aller mieux, les scientifiques lui ont prescrit différentes drogues qui n'ont pas eu l'effet escompté. Et c'est ainsi qu'il rejoint la Floride pour commettre un véritable massacre. Le film a un peu vieilli, mais honnêtement, pour un film d'horreur du début des années 80, il possède des passages vraiment marquants, et surtout très énervés au niveau de la violence. Il y a même une version non censurée, pour ceux qui désirent aller encore plus loin dans l'expérience, et en plus de ce côté parfois gore, il n'y a pas de blague, pas de moment de légèreté, seulement une œuvre sombre, cherchant à vous faire peur, avec un tueur profondément sordide. Et puisqu'on parle d'un tueur possédant des troubles psychiatriques, Dément, sorti en 1982. Un groupe de psychopathes, composé d'un paranoïaque, d'un pyromane, d'un pédophile et d'un maniaque, s'échappe d'un hôpital psychiatrique pour terroriser la famille des Potter, jusqu'à ce que la mère protège son enfant dans un sacrifice ultime contre le sortilège de l'homme dont il ne faut pas prononcer le nom. Qu'est-ce qui se passe là? Blood Harvest. Une jeune femme, se nommant Jill, décide de revenir dans son village natal. Mais rapidement, elle se rend compte que ses parents ont disparu. Et c'est pas le seul problème, puisqu'un tueur rôde dans les parages et massacre les habitants, ainsi que ses proches. Dans sa quête, Jill sera accompagnée de ses amis, de son petit ami, et du frère de son petit ami, Mervo, un étrange clown dépressif. Évidemment, pour nous les spectateurs, Everything is going to be all right, Jill. We're really glad to see you. We're really glad you're here. Because you see, to Gary and me, you really are a dear Tata. Le coupable est une évidence. Je veux dire, ce type est forcément coupable. Mais c'est un peu plus complexe que ça en a l'air, et heureusement, sinon ça serait vraiment léger. Les fleurs de sang. On est dans une ville campagnarde américaine, du début des années 80, et une partie de la population s'inquiète d'un homme, se nommant Booba, qui possède un déficit mental. Ils vont alors attendre le bon moment, qu'une petite fille se fasse agresser par un chien, pour faire croire que c'est Booba, le coupable, pour pouvoir le tuer. Booba se dissimule au milieu d'un champ, dans un costume d'épouvantail, mais il est rapidement retrouvé, et criblé de balles. Les mois défilent, et alors que ces connards d'habitants vivent paisiblement, parce qu'ils se sont débarrassés du fou du village, qui était innocent, je le rappelle, de mystérieux meurtres commencent. Et est-ce que cet étrange tueur, ça serait pas Booba, qui est de retour, ou simplement quelqu'un qui se fait passer pour lui?
Bien qu'on ait affaire à un téléfilm, il est vraiment intéressant, puisque l'ensemble de sa première partie se concentre sur la mort d'un innocent, de la main d'une population complètement allumée. Alors on a été forcé de se défendre. Se défendre? Mais vous dites ça sérieusement? Alors voyons, l'homme a été criblé de 28 balles! Et c'est alors qu'il vous pose la question, comment pouvez-vous être triste pour des personnes qui ont tué quelqu'un de sang-froid, simplement parce qu'il possédait un handicap mental? Ah merci Booba, c'est gentil. Tu sais, j'ai pensé à quelque chose. Je vais t'apprendre un nouveau jeu. As-tu déjà... Alors pour le moment, on en a terminé avec les slashers un peu classiques, et il est désormais temps de parcourir les slashers surnaturels. Et de ce que je vois au loin là, il y en a un paquet. Venom. Des jeunes adultes sont confrontés à une créature des marais, assez dégueulasse. Ce monstre était à l'origine un homme, qui est désormais possédé par des esprits maléfiques. Des esprits qui étaient auparavant, dans le véritable monde, de véritables tueurs en série. Et tout ça mélangé à des rituels vaudous. On est en Louisiane, donc forcément, entre l'environnement, le monstre et le folklore, le film possède un charme assez dingue. C'est pas toujours bien fait, avec quelques effets visuels qui ont pris un petit coup de vieux, mais il y a quand même des morts sympathiques. Et je sais pas pour vous, mais lorsque le slasher se mélange avec un côté fantastique et un tout petit peu paranormal, ça donne quelque chose qui soit profondément fascinant à découvrir, ou dans le pire des cas, quelque chose qui est simplement divertissant, à défaut d'être potable. Et un monstre des marais qui existe par la faute de rituels vaudous et qui tabasse des jeunes adultes, c'est forcément incroyable. Clown. Alors si vous avez la phobie des clowns, je suis vraiment désolé. On va suivre les aventures d'un père de famille, qui se retrouve coincé dans un costume de clown. Il voulait simplement faire plaisir à son enfant le jour de son anniversaire. Me demandez pas qui invite encore des clowns à des soirées d'anniversaire, mais c'est forcément des personnes qui ne regardent jamais de films d'horreur. Sauf que ce costume de clown semble maudit, et ce père de famille, en plus de ne plus pouvoir l'enlever, semble ne faire plus qu'un avec lui, comme si cela devenait son véritable corps. Vous comprenez pas qu'il y a quelque chose d'anormal là? C'était une perruque, et le maquillage blanc... c'est... Quel maquillage vous utilisez d'habitude? Je suis pas clown! La rumeur raconte que ce costume de clown te transforme en espèce d'entité démoniaque, un espèce de démon de clown. Cela s'inspire clairement d'une nouvelle de Chair de Poule, le masque hanté. Un masque qui prenait possession de la personne qui le mettait, en fusionnant carrément avec son visage. Mais dans Clown, c'est pas seulement un masque, c'est vraiment un costume complet. Et il y a certains passages qui fonctionnent vraiment, mais alors vraiment bien. Lâchez-le! Va-t'en, Greg! Va-t'en! Skull the Mask. On vient de voir le costume de clown hanté, cette fois-ci dans Skull. C'est un masque ésotérique, datant d'une culture très ancienne, qui quand vous avez le malheur de le porter, vous transforme en meurtrier. On va donc suivre différents personnages qui vont tenter de comprendre comment fonctionne ce fameux masque, ce masque maudit, ou ce maudit masque, c'est dans le sens que vous préférez. Et surtout, qui vont tenter de répondre à cette question, mais comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Carved. Nous sommes au Japon, et des enfants commencent mystérieusement à disparaître, les uns après les autres, sans laisser quelconque trace. Deux professeurs décident d'élucider le mystère en partant à la recherche des disparus. Sur leur chemin, ils vont découvrir que c'est lié à une légende locale, la femme à la bouche fendue, kidnappant des enfants dans les parcs et les cours de récréation, en tuant les personnes qui se mettent au travers de son chemin, à l'aide d'une paire de ciseaux rouillés. Pour dissimuler ses cicatrices et sa présence paranormale, elle porte un masque chirurgical. L'atmosphère est vraiment oppressante, et même si par moments on sent un budget plus que limité, la terreur qu'inspire cette légende, d'une femme possédant une large cicatrice et se promenant dans les parcs pour enfants, est suffisamment dérangeante et fascinante pour vous mettre mal à l'aise, et que vous lanciez le film un soir lorsque tout le monde dort chez vous. Sorority House Massacre. Les étudiantes d'une faculté américaine sont la cible d'un terrible tueur qui les massacre une par une. Mais c'est sans compter la présence de Bess, qui possède une sorte de lien télépathique avec le meurtrier, notamment par le biais d'étranges visions, ou carrément par le biais de rêves.
kind of dream. Le personnage de Bess est la clé pour se débarrasser du tueur, mais aussi pour découvrir la vérité, et surtout pour protéger ses amis, pour pouvoir retourner à la fac et toucher l'argent du Crous. Je suis pas sûr de celle-là, là. Vraiment je suis pas sûr du tout. Shrooms. Un groupe d'amis part en road trip à la recherche de champignons hallucinogènes. Ils vont réussir et consommer différentes substances naturelles, notamment un champignon avec une tête de mort qui provoque des convulsions et des horribles visions. Pendant leur trip, et je dirais même pendant leurs nombreux bad trips, certains d'entre eux vont mourir, ce qui leur fait comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls dans cette étrange forêt. Finalement, les visions de ces mystérieux champignons ne sont pas de fausses visions, mais bien des prémonitions annonciatrices de leur mort. Et maintenant, il leur reste plus qu'à trouver une solution pour se sortir de ce fameux pétrin. Le film possède un concept intéressant et est très immersif. Si vous consommez par vous-même des champignons en le regardant, c'est comme ceux qui fumaient un joint avant d'aller voir 2001 l'Odyssée de l'espace, sauf que là, c'est devant Shrooms. Ouais, ça a quand même moins de gueule. Horrible. Dans une petite ville américaine, ressemblant étrangement à Haddonfield de la franchise Halloween, les forces policières sont confrontées à un meurtrier de masse. Ils suivent sa trace, le retrouvent, lui tirent dessus et le blessent à de nombreuses reprises. Ainsi, ce Mikos Thanopoulos, en fait, serait, oui, disons-le, immortel. Oui, et aussi absurde que cela paraisse, il faut vous rendre à l'évidence. Il peut régénérer comme il le désire les cellules mortes. Cet étrange homme ne peut pas mourir, puisque son sang coagule trop rapidement, le régénérant en permanence. Son seul point faible serait de lui détruire le cerveau, puisque c'est la partie qui contrôle les cellules de régénération. Inspecteur, c'est vrai que son sang coagule et que la mémoire de ces cellules reconstitue tous les organes de son corps qui ont été lésés, tous excepté le cerveau. Donc, si nous pouvons détruire les cellules de son cerveau, dans ce cas, sa régénération, elle se terminera. Le compte à rebours est lancé, il faut à nouveau le retrouver et essayer de le tuer. On est dans une course contre la montre, qui rappelle évidemment les opus numérotés d'Halloween, notamment Halloween 4, où nous sommes avec des forces policières cherchant Michael Myers, un être qui lui aussi est invincible. Dans Horrible, le tueur est effrayant, charismatique, et laisse derrière lui un véritable carnage. Death of Summer. Death of Summer est une série s'inspirant de Vendredi 13. On est dans les années 80, dans une colonie de vacances, avec des moniteurs en chaleur, et bien évidemment, un étrange tueur va pointer le bout de son nez. Y'a quelqu'un ? Mais sa plus grande force réside dans le fait qu'elle plonge dans le surnaturel rapidement. Des fantômes et ce genre de trucs. On a plaisir à découvrir les mystères de cette colonie. Et même si, dans sa forme, cette série est relativement classique, pour les fans de cette ambiance, elle vaut vraiment la peine d'être regardée. Amy. Alors là, c'est à partir de maintenant, on va sortir du surnaturel pour se rapprocher de toute nouvelle thématique, l'horreur urbaine et sociétale. Comprenez par là des films qui exploitent des environnements urbains avec des thématiques qui y sont liées. Et pour cela, j'ai 3 films à vous présenter, donc on se rapproche tout doucement de la fin de ce niveau de l'iceberg. Dream Home. Bon alors, vous savez tous à quel point trouver un appartement, c'est quelque chose de galère. C'est ce que met en avant Dream Home. Et pas seulement le fait que c'est difficile à trouver, mais aussi le fait qu'on a envie d'obtenir un appartement ou une maison qui nous correspond, le cocon de nos rêves. C'est ce que traverse le personnage de Cheng, qui galère un peu dans la vie et ne profite pas vraiment, obligé de cumuler 2 travails différents durant des semaines qui sont déjà bien chargées, et pour pouvoir obtenir l'appartement de ses rêves, elle ira jusqu'à commettre de nombreux meurtres pour faire chuter le prix de l'immobilier. Hop hop hop, ça c'est censuré par YouTube, je reconnais. Et on va suivre cette aventure un peu étrange qui va devenir de plus en plus violente à mesure que le personnage principal se rapproche de son rêve, se rapproche de cet appartement idéal, mais c'est pas aussi stupide que ça en a l'air, et ça dénonce plein de choses. Le surpeuplement, le fait que les prix de l'immobilier sont complètement déréglés, en partie dans de grosses villes, voilà, je vous le conseille vraiment. Midnight Meat Train. Un photographe amateur découvre qu'un tueur en série sévit dans le métro qu'il utilise. Et ça devient obsessionnel, et il cherche véritablement à identifier cette personne, s'attaquant aléatoirement aux passagers du métro.
Mais ce mystérieux tueur va rapidement comprendre qu'il est suivi, ce qui va plonger notre fameux photographe dans un cercle infernal. À partir du moment où le tueur sait qu'il est traqué, qu'il est recherché, notre personnage principal sera en danger. Si vous faites partie des Français qui prennent le métro tous les jours, ce film peut vous faire un petit effet. Ou alors il va vous rendre paranoïaque. C'est possible. Burger Kill. Vous en avez marre de la surconsommation et de toutes ces enseignes de mauvaise nourriture dans les villes? Ce film vous est destiné. C'est une mascotte de fast-food qui bute des gens en utilisant des ustensiles de cuisine. Voilà, y a pas grand chose. Non, je vais pas te faire mal. Je vais juste te défoncer la gueule et te transformer en viande hachée. Les slashers huis clos. Entendez par là des films où l'action se déroule dans un lieu limité, comme un bâtiment, une école, un manoir, un sous-sol, et dont il est difficile de sortir, créant ainsi un sentiment de malaise et de claustrophobie. Par exemple, The Thing, bon alors c'est pas du tout un slasher, mais ça servira d'exemple car tout le monde connaît ce film, c'est un huis clos qui se déroule dans une station de recherche en Antarctique, et les personnages sont bloqués dedans, puisque s'ils sortent à l'extérieur, s'ils tentent de s'échapper, ils sont sûrs de mourir d'une hypothermie. Le premier opus de Saw aussi peut être considéré comme un huis clos, notamment les séquences dans la salle de bain. S'ils veulent sortir, les personnages doivent se couper le... Non, YouTube acceptera jamais que je vous montre ça. Une nuit infernale. Nous allons suivre plusieurs étudiants qui doivent dormir dans un manoir abandonné, possédant la réputation d'être hanté. S'ils font ça, ce n'est pas vraiment pour le plaisir, c'est uniquement parce que c'est la tradition au sein de leur confrérie universitaire. Une forme de bizutage. Mais c'est sans compter la présence d'un mystérieux tueur. Et nos étudiants vont devoir trouver un moyen de sortir de ce fameux manoir, puisqu'ils sont bloqués à l'intérieur. C'est un film plutôt classique, avec une ambiance qu'on a déjà vue, mais le fait d'être bloqué dans un immense manoir, aux nombreuses légendes, ouais, je sais pas. Un soir d'orage, pendant qu'il y a une tempête dehors, avec un casque sur les oreilles, un plaid, un petit chocolat chaud, une bière, selon vos préférences, bah l'immersion est totale, et ce film peut vous faire un tout petit effet, tout comme notre prochain film. Death Bell. 20 des meilleurs élèves d'une école sont sélectionnés pour intégrer une toute nouvelle classe, une classe d'élite, avec des cerveaux hors normes. Au moment de commencer leur premier cours, une vidéo mystérieuse se lance, et ils voient l'une des élèves de la classe se faire tuer en direct, sur les écrans. Ils comprennent qu'ils sont bloqués dans l'école, sans la possibilité de sortir, sous peine de mourir, des mains d'un mystérieux tueur. Un tueur qui a grandement envie de les tester. Ils devront dans un temps imparti résoudre les énigmes, et à chaque mauvaise réponse, l'un d'entre eux sera exécuté. Durant le parcours, ils ne seront pas tout seuls, puisqu'ils seront également accompagnés par leur professeur. Les slashers rétro. Entendez par là des films qui utilisent les codes des slashers traditionnels, avec plus de légèreté ou d'originalité, parfois dans un simple objectif d'hommage, ou pour encore plus en accentuer les stéréotypes et les codes. Si dans un slasher traditionnel, l'antagoniste porte un petit masque de fantôme et tue ses victimes à l'aide d'un simple couteau, dans un slasher rétro, il portera toujours le même masque, ce masque de fantôme, mais pour buter ses victimes, il se servira plutôt d'une sulfateuse ou d'un lance-flamme. Voilà, dans le concept de base, les slashers un peu rétro, c'est beaucoup plus comique, ça se prend moins au sérieux. Aerobic Killer. Nous sommes dans une salle de sport où se déroulent des cours de gymnastique, des cours de musculation, mais également des cours d'aérobic. Et tout ce beau monde, aussi bien les clients que les patrons de la boîte, vont être ciblés par un tueur en série, utilisant tous les ustensiles de sport qu'il trouvera pour tuer ses victimes, et notamment une arme remarquable, une simple épingle. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Plus cliché que ça dans le monde du slasher, c'est pas possible, avec des mecs et des nanas sexy, des gros plans sur les séances de sport des femmes, des tenues moulantes au possible, qui sont d'ailleurs absolument dégueulasses. Bref, on a affaire à un beau stéréotype du genre, pour notre plus grand plaisir. Ou pas. Massacre dans le train fantôme. Un groupe d'adolescents décide de passer la nuit dans une fête foraine à l'ambiance plus scorifique. Mais rapidement, ils se rendent compte qu'ils sont pris pour cible par un monstre difforme. Dis-moi ce que t'en as fait. Les personnages sont stéréotypés, les couleurs sont saturées au possible, et on retrouve des décors vraiment marquants.
au point que ça confie au film une ambiance assez particulière. Amusement. Amusement est un film sorti en 2008, cherchant à rendre hommage aux vieux slashers de l'époque. S'il a du mal à être au niveau et représente pour beaucoup une expérience rapidement oubliable, notamment par la faute de la simplicité de son scénario, le film est séparé en 3 parties majeures, et c'est la deuxième qui a marqué le plus de spectateurs, tout simplement parce qu'il y a un clown qui est présent dedans. Et je ne peux que le comprendre, car il y a presque un aspect surnaturel dans ces scènes, alors qu'on est censé être dans un film terre-à-terre. Pour beaucoup, la forme de ces scènes avec le clown rappelle un autre traumatisme de leur enfance, celui du clown poltergeist, ou alors du fameux clown ça, Pennywise. Bref, même si Amusement n'est pas un chef-d'œuvre, il y a quelques passages qui méritent d'être découverts. Camp Days. Encore un camp de vacances dans une forêt, avec des jeunes en chaleur, jusqu'à ce qu'un tueur masqué débarque pour gâcher la fête. Oh lolololololo. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Camp Days incarne le stéréotype de ces films, s'inspirant trop fortement de Vendredi 13, des films qui pour beaucoup d'entre nous ne peuvent plus du tout être regardés. Au moins dans Vendredi 13, il y a Jason, ou sa mère. Mais le film réussit quand même à concevoir sa propre originalité. La colonie est enfermée dans une boucle temporelle, où le tueur massacre sans relâche les campeurs, et cela recommence, encore et encore. Comment on se débarrasse du tueur, et surtout, comment on sort de cette boucle temporelle, il représente parfaitement ce qu'incarne un slasher rétro. Il reprend le concept d'un premier slasher, en l'occurrence ici Vendredi 13, en poussant les stéréotypes encore plus loin, avec des acteurs qui sont à côté de la plaque, tout en partant dans un délire assez cocasse, en y intégrant de la science-fiction, avec des amis pendant la canicule, un soir d'été, pendant que tu mets un petit projecteur qui va se mettre sur le mur du jardin, il y a de quoi faire, franchement il y a de quoi faire. Very Bad Santa. C'est encore un Père Noël tueur qui décime tout un tas de personnes sur son passage. À la différence des autres films possédant le même concept, comme Douce Nuit, Sanglante Nuit, ici on a affaire au fils du diable, qui incarnait véritablement le Père Noël. Non vraiment, je déconne pas, il a perdu un pari avec un ange, et par la faute de cette défaite, ce fils du diable, il doit mener le rôle du Père Noël pendant 1000 ans. Et c'est lui qui a créé le rôle du Père Noël, c'est lui qui a créé toute la légende autour de cette figure populaire. Il était obligé de faire le bien sur Terre. Sauf qu'on arrive au bout des 1000 ans, donc désormais, il peut révéler sa vraie nature. Le Père Noël, le fils du diable. Et il est temps de passer à la dernière catégorie de ce 4e niveau de l'iceberg, avec cette fois-ci une sélection de slashers dérangeants et extrêmes. Ça devient un petit peu plus malsain, ça devient un petit peu plus glauque, on commence à descendre de plus en plus en profondeur, jusqu'à atteindre ces fameuses abysses, et vous l'aurez compris, on va avoir affaire à des œuvres qui repoussent les limites psychologiques et les limites de la violence. J'en perds ma voix, je commence à avoir une extinction de voix, je vais pas vous mentir, mais vu qu'on parle de films plus sérieux, je vais pouvoir un peu plus poser ma voix. Ebola Syndrome. Le film suit l'histoire de Kay, un homme lâche et brutal qui, après avoir mené une vie d'excès, et notamment couché avec la femme de son patron, est obligé de se réfugier en Afrique du Sud. Il y trouve un nouvel emploi et continue de vivre dans la violence, l'excès et la cruauté. Le summum ultime de cette déshumanisation étant le viol d'une femme mourante, contaminée par le virus Ebola. Sauf que Kay est miraculeusement immunisé et il a conscience de ça, il a conscience d'être une véritable arme biologique, ce qui fait qu'il va en profiter et répandre la mort autour de lui. Son seul but sera de transmettre le virus Ebola à le plus de personnes possible. Il crache, éternue sur les autres, il cède à ses pulsions meurtrières, à ses pulsions sexuelles, et devient un véritable monstre, cherchant à traumatiser toute personne qui croisera son chemin, avant de potentiellement réussir à détruire l'humanité entière. C'est un film vraiment violent, avec des scènes d'une cruauté inimaginable, du racisme, du gore, de la violence, de la pisse,
de la pisse et surtout des agressions sexuelles, qui sont de loin les scènes les plus choquantes. Il n'est clairement pas à mettre entre toutes les mains. Driller Killer. Nous sommes à New York, dans les quartiers de la ville où règnent les sans-abri, sous alcool, les drogués et les artistes complètement fous. C'est le cas de notre personnage principal, Renaud, qui est clairement schizophrène. À la suite de rêves de plus en plus étranges et de crises qui se succèdent, il ne peut plus lutter contre ses pulsions meurtrières et commence à massacrer des sans-abri à l'aide d'une perceuse. C'est notamment par la photo de cette arme que certaines scènes du film sont profondément graphiques. Surtout pour l'époque, parce que le film, il est sorti en 1979. Mais le plus étrange étant toute l'atmosphère profondément mélancolique, et je dirais même suffocante, du long métrage. On ne respire jamais, tout est toujours funeste, et c'est en partie dû à l'ensemble des personnages que l'on croise. On dirait qu'il n'y a que l'argent, le sexe et la drogue qui comptent dans cette société, tout paraît crasseux et profondément souillé. J'ai pas un mot parfait ou une espèce de phrase qui pourrait vraiment vous décrire ce que j'ai ressenti en regardant ce film. T'es vraiment pas à l'aise en le regardant, t'as vraiment l'impression de découvrir quelque chose de profondément bizarre. C'est peut-être dû au fait que le réalisateur, c'est un ancien créateur de films érotiques, et qu'on retrouve un peu ce style bizarre de film porno. Il n'y a pas beaucoup de scènes trop extravagantes ou qui partent trop loin dans la violence, mais il possède tellement une atmosphère qui est pesante qu'elle vous met mal à l'aise, et surtout cette sombre perceuse qui fait un bruit abominable. Le regard du diable. Un groupe de prisonniers se voit confier la restauration complète d'un ancien hôtel en échange d'une remise de peine. Mais au fur et à mesure de leur mission et de la découverte des lieux, ils se rendent bien compte qu'ils ne sont pas seuls et qu'un criminel encore plus dangereux qu'eux habite l'hôtel abandonné. On parle bien d'un géant de plusieurs mètres, doté de capacités physiques absolument extraordinaires. Le film n'est pas si gore que ça, mais ce qui est terrifiant, c'est la force que possède le tueur, qui n'a aucun mal à frapper d'une seule main ses victimes contre les murs. Ce qui entraîne une violence si choquante, car elle est parfois si brutale et surtout inattendue. Vous avez jamais eu peur de frapper de toutes vos forces quelqu'un et que cette personne ne bronche pas, que cette personne ne bouge pas du tout? Vous avez beau avoir donné votre meilleur coup avec le plus de force possible, cette personne n'a rien ressenti. Ça c'est le genre de cauchemar, mais c'est terrifiant. Bah c'est exactement ce qu'illustre ce film. Et en plus de ça, l'acteur incarnant l'antagoniste principal possède une force physique similaire, en étant un sportif de haut niveau dans le vrai monde. Bref, cela confie au film une aura étrange, où l'on sait pertinemment que si on était à leur place, nous non plus, on ne ferait pas long feu. Sid. Alors celui-là, je voulais pas le mettre dans cette catégorie de films, de slasher violent, de slasher un peu plus extrême, mais il y a une seule scène, qui m'a profondément marqué et qui a traumatisé toutes les personnes qui l'ont vu. On va suivre un tueur surnaturel qui apprécie tuer des personnes de différentes façons. L'un de ses penchants, avant qu'ils ne deviennent invincibles, c'était d'enfermer des personnes dans des cellules, en les laissant mourir, tout en les filmant pour son plaisir personnel. C'est une histoire de tueur de slasher assez classique, à la différence près que les scènes de mort durent parfois longtemps, parfois même très longtemps, genre 5 minutes. La scène qui a choqué pas mal de personnes, c'est notamment celle où une dame plutôt âgée est ligotée autour d'une chaise, et où le tueur la torture avec une machette, pendant près de 5 minutes. 5 minutes, sans que le plan ne change une seule fois. C'est tellement, mais alors tellement horrible. Ça peut paraître bête, mais rien que d'avoir une caméra qui ne se coupe jamais, et une scène de meurtre longue, alors qu'on est habitué à plutôt voir des meurtres assez rapides, avec des changements de plan réguliers, avec une certaine forme de frénésie, et bah là, d'avoir un plan fixe, ça impose une mise à mort tellement froide, et surtout tellement lente. C'est dérangeant à regarder. Et faut pas oublier qu'au moment de la sortie du film, en 2007, rares sont les films d'horreur qui font ça. Si aujourd'hui on est beaucoup plus désensibilisé par la faute de films comme Terrifier, que tout le monde a à peu près vu, et qui possèdent des scènes de meurtre extrêmement longues, et bah à l'époque, en 2007, c'était pas forcément le cas.
Je vous jure que j'arrive pas à y croire. On a terminé les 4 premiers niveaux de l'iceberg, alors il nous reste à atteindre le bas de l'iceberg, et évidemment les profondeurs, les abysses, et on va continuer un peu notre exploration de films méconnus, de films qui sont oubliés, de films que pas mal de personnes n'ont malheureusement jamais vus. Alors encore une fois, je dis malheureusement, mais il y a pas mal de films qui ne valent pas forcément le coup d'œil. Et il y a un slasher dont on va parler, c'est Lover's Road, et en fait si tu regardes bien, genre ici là, c'est le masque de Ghostface. T'as les silhouettes du masque de Ghostface. Donc évidemment, le masque de Ghostface, il est libre de droit, mais dedans, il n'est pas dedans. Le tueur porte pas un masque de fantôme comme dans Scream. Et ils reprennent aussi le crochet du tueur de Souviens-toi l'été dernier. Donc en fait, là, on a une technique marketing de gros bâtard. On te fait croire sur la jaquette qu'il y aura Ghostface dedans, et qu'en plus de ça, ce sera un Ghostface un peu évolué avec une arme du tueur de Souviens-toi l'été dernier. Ce genre de technique marketing de gros bâtard, vous l'aurez compris, on va parler de ce genre de film perdu dans les tiroirs, et il y aura pas seulement des œuvres violentes, il n'y aura pas seulement des œuvres gore, il n'y aura pas seulement des œuvres qui se foutent de vous au niveau de la jaquette, il y aura aussi de gros nanars et de très mauvais films, donc ça risque d'être à la fois drôle et un tout petit peu effrayant. Comme Killer Nerd, un geek qui a du mal à vivre en société et qui va finir par tuer tout le monde, ou encore Violent Shit avec un tueur chevalier, ça va être incroyable. Donc on se retrouve d'ici quelques semaines pour la deuxième partie de cet iceberg, avec une vidéo qui sera dans la durée aussi longue, voilà, je vous le promets. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? De gros bisous!